C'est qui a pris son petit chèque? C'est qui a pris son petit chèque? C'est le petit Tommy? C'est Tom Cruise! Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur le film Flash avec et sans spoiler, avec une grosse partie celle qui arrivera voilà, en début ou en fin de vidéo, et évidemment aussi avec une partie spoiler. Un film donc que j'ai vu, et vous le savez, on a suivi l'actualité autour du film, et pendant des mois, pour ceux qui ont manqué toutes les vidéos, je rappelle que Flash, c'est un film qui est en développement depuis, on va dire, pour la dernière version, environ 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, mais qui est en projet chez Warner depuis les années 80. Je vous en ai fait une vidéo qui est sortie hier, pour vous expliquer un petit peu tout le problème de ce film qui est considéré par Hollywood comme étant ultra maudit au final. Et en vrai, je vais déjà vous le dire, je suis assez mitigé. Je trouve pas que ce soit une gigabouse, je trouve pas que ce soit un film incroyable. Ce qui est certain, c'est que comme je l'ai dit en intro pour rire, Tom Cruise a touché son petit chèque puisqu'il a déclaré que c'était un des meilleurs films de super-héros en gros, Stephen King aussi. Là, il n'y a pas d'autre possible les gars, c'est impossible que quelqu'un comme Tom Cruise dise de manière on va dire volontaire et totalement gratuite que The Flash est un des meilleurs films de super-héros, et je parle même pas de ceux qui disent tout simplement que c'est un des meilleurs films de super-héros depuis The Dark Knight ou meilleur que The Dark Knight. Les gars, faut quand même apprendre à doser au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un assez bon moment devant le film quand même, il faut le rappeler, et j'ai des avis qui sont assez contraires à ce que j'ai vu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, avec notamment me concernant une première partie qui m'a laissé totalement à côté pour toutes les raisons que je vous expliquais, et une seconde partie que j'ai plus appréciée malgré pourtant tous les points négatifs que cette seconde partie comporte. Mais avant de continuer, gros merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Bon, vous allez pas me la faire, vous savez tous à quoi sert un VPN. C'est pour ça justement que je vais vous dire que ça sert principalement à 3 trucs qui sont incroyables. Se protéger des sites malveillants en vous créant un réseau virtuel totalement privé, économiser un max de thunes sur vos réservations d'hôtel, il y a l'été qui arrive donc si vous voulez partir en vacances, bah ça peut être genre ultra cool, ou encore regarder n'importe quel contenu de n'importe quel pays, de n'importe quel service de streaming. Mais bon, qu'importe. Vous en avez marre des pubs YouTube, mais vous pensez que l'offre premium c'est du vol? Bah connectez-vous en Inde pour obtenir l'abonnement à 1,50 € par mois. Vous voulez rompre avec votre copine ou votre copain sans trop de soucis? Alors connectez-vous au Disney Plus américain et faites-lui découvrir Ant-Man 3. Ah ben pour certains c'est un motif de rupture hein les gars. CyberGhost VPN c'est le leader mondial en matière de sécurité, 38 millions d'utilisateurs dans le monde, 5 étoiles sur Trustpilot, implanté dans 91 pays grâce à 8000 serveurs. Donc en gros pour le prix de 2 chocolatines... Attends, c'est combien les chocolatines à Paris au final? 1,75 €? C'est ça que vous payez 1,75 € à Paris pour avoir une... Mais les gars, mais vous êtes des malades. Chez moi, c'est 1 € la chocolatine. Bref, ok, pour un peu plus de 2 € par mois, vous avez accès à tous ces avantages. Et ça sur absolument toutes les plateformes. Apple, Windows, Android, iPhone, bref, tu connais. Et ces avantages, vous les trouverez dans le lien en commentaire épinglé avec un petit 83% de réduction en plus. 4 mois offerts et vous avez aussi 45 jours pour vous rétracter si jamais vous n'êtes pas satisfait. Ce qui donne en résultat des chocolatines beaucoup trop chères quand même, on va pas se le cacher, Paris sans déconner faut doser. Donc cliquez sur le lien en commentaire épinglé pour en profiter, merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne financièrement, et nous c'est parti, on retourne au reste de la vidéo. Le film Flash était aussi attendu pour être normalement le film pivot entre le DCEU et le DC Universe. The Flash devait normalement conclure on va dire toute cette saga. Au final tu ressors de là, il faut quand même le dire, avec... pas plus de questions, mais pas non plus de réponses, quoi. Tu sais pas ce qu'ils foutent. En fait, tu te dis, bordel, pourquoi vous ne donnez pas des réponses? En fait, on en parlera en partie spoiler, mais là, c'est une petite déception. Mais quoi qu'il en soit, passons déjà au point positif du film. Les costumes, déjà, sont giga stylés. Il y a quelques plans où j'avais un petit peu de mal avec le costume de Flash, notamment tout son bas du corps. Ils lui ont mis par instant des grosses cuisses. Enfin, je sais pas si c'est l'effet grand angle qui donne cet effet justement, mais quand on voit vraiment Flash en plan large, de la tête aux pieds, c'est vrai qu'il a quand même de grosses cuisses. Après c'est vrai que tu te dis bon, le mec est censé courir vite, donc il a nécessairement, normalement, un bas du corps qui est un peu surdéveloppé. Tu sens vraiment qu'ils ont essayé de donner un aspect réaliste à son costume, notamment avec le casque qui est un petit peu allongé, tu sais, en guise un petit peu peut-être d'aileron que tu mettrais sur le capot d'une voiture tuning ou j'en sais rien pour aller plus vite. Par contre, petite déception dans le sens où il y a quelques raccourcis scénaristiques, à commencer par les costumes, où celui de Flash notamment n'est pas expliqué, hein, il a un nouveau costume dans ce film, ce n'est pas expliqué, alors apparemment c'est expliqué dans le comics préquel qui est sorti je crois uniquement d'ailleurs aux États-Unis, qui apparemment d'après le retour que j'ai vu est une bouse intersidérale, mais c'est pas vraiment expliqué. Alors t'arrives à comprendre l'enjeu du costume au fur et à mesure du film, pourquoi est-ce que c'est mieux ce costume par rapport à celui d'avant,
pour la vitesse de Flash, pour ses capacités. Mais mis à part ça, c'est vrai que moi je suis un gros fan, voilà, des scènes de héros qui fabriquent leurs costumes ou voilà du fonctionnement, et ça manquait un petit peu. Donc en termes de points positifs, le multivers, parce que oui, le multivers est un petit peu en toile de fond dans ce film. Forcément, hein, il y a le Batman de Keaton de retour, il y a une Supergirl, etc. Vous le savez. Et en fait tout ça, il te l'explique vraiment, je pense, parmi tout ce qu'on a vu dans Infinity War, enfin dans Endgame, dans Doctor Strange, dans Loki, dans tout ce qu'on a vu du multivers, dans le Cross de Spider-Verse et tout, je trouve que ils sont arrivés à l'expliquer de la manière peut-être la plus courte et la plus simple possible. Alors je sais pas si je dis ça parce que au préalable, on s'est quand même tapé genre une bonne poignée de projets qui expliquent le multivers, donc t'as déjà compris en soi ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'était ultra simple à comprendre. J'ai adoré aussi une grosse partie de la personnalité de Flash dans ce film, et des deux Flash en général, dans le sens où ils sont assez proches de ce que Flash est dans les comics en termes de caractère, de personnalité, sous un certain trait en tout cas, dans le sens où Flash dans les comics, c'est un gros nerd qui aussi peut jouer à des jeux vidéo, qui a des références à la pop culture. Quand tu le vois aussi en équipe avec la Justice League, Flash souvent c'est un petit peu le boulet de la Justice League, tu sais, qui est un petit peu genre le stagiaire, dans le sens où vu qu'il court vite, c'est lui qui va tout nettoyer les dégâts derrière, c'est lui qui va se taper le sale boulot. Et dans toute la scène d'introduction du film, ça c'est assez bien démontré, je trouve. On en reparlera évidemment de cette scène d'introduction en partie spoiler, mais voilà. J'ai aimé en fait voir tout ce côté gros nerd geek, alors qu'à côté il y a des choses qui m'ont un peu plus dérangé, on en parlera dans la partie celle de la vidéo. Le grand méchant donc teasé par les bandes annonces, le général Zod, que je vais mettre ici dans les points positifs, déjà pour l'aspect de Zod qui arrive sur Terre et qui veut terraformer, kryptonifier, appelez ça comme vous voulez, la Terre. Et je trouve ça cool d'avoir une troisième vision, puisqu'on a eu donc la vision, on va dire, de Kal-El en mode gros guerrier, faut que j'y aille, si la Terre est en danger, c'est à cause de moi. On a eu ensuite la vision dans Batman vs Superman de Batfleck, avec lui un regard porté beaucoup plus sur Superman en mode je hais les aliens, il est en train de vraiment détruire toute la Terre, même s'il a de très bonnes intentions. Et là, on a la vision donc de Flash, de Barry Allen, qui lui est un petit peu plus dans le sens apeuré de la chose, aussi parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a moins d'expérience, etc., qu'il est moins mature. Et donc ces trois visions sont assez différentes pour toujours à chaque fois le même événement, donc j'ai plutôt bien aimé. Et à côté, le général Zod, je le mets aussi dans les points positifs parce que il est très peu développé, hein. Il a genre 4 ou 5 répliques je crois, il te réexplique un petit peu ce qu'on t'expliquait en gros dans Man of Steel par rapport au pourquoi du comment il vient sur Terre, etc. Il le fait de manière simple, il faut réintroduire tout ça pour les gens qui n'auraient nécessairement pas vu par exemple Man of Steel et qui démarrent, je sais pas, le DCU. Et à côté de ça, c'est juste un méchant qui sert d'obstacle en fait, c'est pas un méchant qui est surdéveloppé. Même Michael Shannon, donc l'acteur, a déclaré que même pour lui c'était pas super intéressant de jouer le personnage par rapport à Man of Steel, et c'est normal parce qu'il a aussi beaucoup moins de temps d'écran, on voit moins dans la profondeur du personnage, mais pour moi c'était nécessaire parce que c'est pas l'histoire du film, le Général Zod, c'est pas l'enjeu. Évidemment, Flash qui signe le retour du Batman de Keaton, j'avais un petit peu peur et les bandes annonces m'avaient plus ou moins laissé indifférent. On dira, j'étais content de voir ce que le film pouvait proposer, mais je suis clairement pas la cible du Batman de Keaton. J'ai jamais trop aimé son Batman, j'ai jamais grandi avec son Batman, je les ai découverts bien après les Batman de Keaton. Et au final, c'était une plutôt bonne surprise. J'avais un petit peu peur qu'il y ait cet effet un peu trop kitsch, voilà, du vieux qui revient en 2023, qui va tourner certaines scènes avec peut-être aussi des easter eggs qui seraient un peu là en mode boomer ou je sais pas trop quoi. Au final, je trouve ça assez bien réalisé. Il est très satisfaisant en termes de scènes d'action. Tu sens clairement que c'est un Batman cheaté, hein. C'est pas du tout en termes de mouvement en adéquation par exemple avec son âge. Tu sens que c'est la doublure cascade qui est derrière, tu sens tout ça. Mais c'est un Batman à l'écran qui fait plaisir à voir, qui est assez badass, qui est aussi très attachant et qui essaie de faire écho au lien qu'a Flash avec le Batfleck dans sa propre réalité, même s'il est un petit peu maladroit pour moi. Et puis il faut dire qu'aussi ils ont mis les moyens, ils ont recréé toute la Batcave en décor réel, ça fonctionne vraiment pour le coup en termes d'immersion, j'imagine même pas les fans comment ils ont dû avoir les frissons, et évidemment le thème original qu'on avait entendu dans la bande-annonce qui revient, et qui est d'ailleurs le seul thème qui est plus ou moins marquant dans ce film, parce que c'est un des points négatifs, ça fait pas partie du sel de la vidéo, hein, mais c'est surtout que la musique est un petit peu osef dans ce film, on va pas se le cacher, mis à part donc le thème de Batman qui revient de temps en temps, le reste c'est vraiment pas ouf et la musique n'apporte pas grand chose aux scènes ou au scénario. Bon alors parlons réalisation, on parlera effets spéciaux dans la partie celle si vous le voulez bien, mais parlons juste idée, voilà, parlons Andy Muschietti, parlons réalisateur. Moi je trouve que
il est arrivé avec des idées. Moi, je suis assez content de voir qu'Andy Muschietti, il a essayé de filmer du flash, il a essayé de filmer des scènes de baston de manière originale. Alors, on a cet effet grand angle qui peut déranger par instant, je trouve, mais à côté, tu vois que les idées sont là, quoi. Et tu vois qu'Andy Muschietti, il s'est amusé à réfléchir sur le comment du pourquoi. Est-ce que je vais faire ça pour montrer Flash qui court? Faut quand même le noter, Andy Muschietti, donc il s'est amusé même pour les scènes de Batman. D'ailleurs, Andy Muschietti qui devrait normalement, en tout cas selon les rumeurs, etc., réaliser le prochain film Batman. Et en vrai, je dis pourquoi pas, j'attendais ce film de voir un petit peu ce qu'il en était pour savoir si je devais être content ou pas de sa potentielle annonce en tant que réel sur le prochain film Batman. Moi je trouve que sur les scènes Batman, il a fait plutôt le taf, que ce soit pour Batfleck, qui est vraiment très peu présent, déjà parce que Batman, ou même Bruce Wayne dans ce film, est là genre en tout et pour tout, je pense 10 minutes, mais aussi parce que je pense que Ben Affleck a réellement tourné uniquement la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il dialogue avec Barry dans une ruelle. Et une scène, juste une scène, toute petite scène en plus peut-être, mais le reste, je suis quasiment sûr que c'est sa doublure cascade qu'on voit tout le temps et qu'ils ont rajouté en CGI parce que, très bizarre, la tête de Ben Affleck sur la doublure cascade. Je pense qu'ils ont fait ça parce que en termes de tête, il y avait un truc qui était chelou et en plus on a vu tellement d'images avec la doublure cascade pour cette séquence que je pense qu'ils ont fait ça. Le côté fanservice est très peu présent au final. On va pas te balancer toutes les 2 secondes des caméos. Clairement, c'est pour moi pas ce que tu retiens du film, mais quand c'est présent, bon, ça te marque quand même parce que c'est assez aberrant en fait. C'est dérangeant, on dira, j'en parlerai dans la partie 7 de la vidéo. Et à côté de ça, c'est vrai que on a un Ezra Miller qui fait plutôt bien le taf parce qu'il va jouer 2, même 3, je dirais, personnalités. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a eu 3 Barry Allen dans ce film. On a le Barry Allen de la réalité, on va dire, de notre réalité, de la réalité du DC Universe, hein, donc le vieux Barry Allen, on dira. Au début, t'as toujours un petit peu... t'as l'impression qu'il est à côté de la plaque, qu'il lui manque une case, qu'il est un petit peu arriéré, enfin, c'est assez bizarre. Ensuite, il arrive dans l'autre réalité, là, entre guillemets, et il est toujours un peu comme ça, mais il commence à prendre conscience de certaines choses, donc il prend peu à peu en maturité, donc là on est sur un bon développement de personnage, et on est sur un deuxième Barry Allen, et enfin, on a le Barry Allen que l'on voit aussi dans la bande-annonce, le double avec les cheveux longs, qui lui, mais alors, est totalement débile, et je vous cache pas qu'au début, au tout début, quand il arrive vraiment dans la nouvelle réalité, qu'on se tape les 2 Barry Allen pendant quelques minutes, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce qu'on était presque face à 2 Barry Allen qui étaient totalement cons. Et vraiment, je venais déjà de me taper toute la première moitié du film où en fait, ça m'a dérangé. Le Barry Allen de toute la première moitié du film m'a dérangé. Je l'ai trouvé lourd. J'avais l'impression de revoir le Barry Allen de Justice League de Joss Whedon qui n'avait rien à voir avec le Flash de la Snyder Cut. Et oui, si vous posez la question, ils prennent en considération le fait que le film Justice League, c'était la version Snyder Cut et non pas la version de Joss Whedon, puisque dans le film, il y a des dialogues qui font directement référence à ce qui s'est passé dans la Snyder Cut. Donc ça, par contre, ça fait plutôt plaisir. En termes d'humour, maintenant, parlons humour un peu. Alors, c'est un petit peu lourdingue, mais la plupart du temps, sur moi en tout cas, ça a fonctionné. On est beaucoup sur des gags visuels qui sont, par instant, souvent surprenants, on dira... Donc c'est vrai qu'en fait c'est ça qui fonctionne, parce qu'après c'est vraiment débile. Plusieurs fois je me suis tenu la tête comme ça, tu vois, je rigolais, mais en même temps tu sais, c'est quand tu rigoles à une blague de merde, tu te dis mais pourquoi je rigole à ça, tu vois, c'est totalement débile. Mais sur moi, eh ben, ça a fonctionné, et c'est vrai qu'en termes de vocabulaire employé, assez surprenant. Alors le film n'est pas du tout rated, il est déconseillé je crois au moins de 13 ans aux États-Unis, comme tous les films de super-héros qui sortent, comme Black Widow, comme tous les films en gros. Et pourtant, il y a des mots... qui surprennent, en fait, des gros mots qui peuvent surprendre, des gros mots ou des manières de parler qui sont, on va dire, assez crues. Et en vrai, je le mets aussi dans les points positifs parce que, eh ben, bordel, j'ai enfin l'impression de voir un film de super-héros autour d'un jeune, puisqu'Ezra Miller, je sais plus quel âge il a, enfin, Barry Allen dans ce film, la version vieille là, je sais plus quel âge elle a, mais il doit avoir 23, 24 ans, enfin, il est assez jeune, je pense. Ça reste un jeune en 2023, et les jeunes en 2023, il parle pas en mode Tom Holland qui parle tout le temps comme un adulte dans Spider-Man, par exemple, tu vois. Donc j'ai aimé ce côté finalement réaliste qui changeait par rapport aux autres films. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie négative du film, toujours sans spoiler, la partie un peu salée. Il va y avoir du négatif, il va y avoir du dosage, mais il va y avoir aussi du sel, je vous le dis. Déjà, à commencer par l'intrigue. L'intrigue reste très peu surprenante, j'en parlerai en partie spoiler. Je pense que même sans avoir vu les leaks, etc.,
on n'a pas vraiment de surprise dans ce film. Et je suis assez déçu concernant Supergirl parce qu'en fait j'avais de base zéro attente, là c'est peut-être de ma faute. Ensuite il y a les avant-premières mondiales puis au Grand Rex qui sont tombées. Tout le monde a vanté les mérites de Supergirl comme quoi elle était badass. Au final elle est très peu présente, je la trouve pas plus badass que ça. Son seul trait de caractère c'est qu'en fait elle est en colère. Donc je la trouve pas si intéressante que ça. Les dialogues quant à eux sont assez flemmards, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça fait le taf pour le film, clairement, mais tu sens que, pas n'importe qui, mais tu sens que ça n'a pas été très recherché par instant. Mais le meilleur dialogue qu'il y a, c'est une scène qu'on voit dans la bande-annonce entre Ben Affleck et Barry Allen, qui sort à ce moment-là, c'est d'une banalité, mais au possible. Tu l'as entendu dans limite tous les films, sur le pourquoi du comment... il faut pas modifier le passé ou je sais pas trop quoi. Voilà, pour vous dire, c'est la meilleure scène de dialogue que j'ai trouvée au film. Et même ça, je trouve que bon, c'est un petit peu... ça sort un petit peu des sentiers battus. Et enfin, scénaristiquement, ça prend très rarement le temps de se poser. Ça se pose, on va dire, à partir des 3/4 du film. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où Barry va voyager dans le temps et va créer va aller dans cette nouvelle réalité, c'est vrai qu'en fait... il enchaîne, on va dire, plus ou moins les galères. Et en fait, vu que c'est l'effet papillon en fait, mais vu qu'une galère va en enchaîner une autre et que toi, tu sais où est-ce que le film va déjà, tu vois, t'attends juste que Zod arrive au bout d'un moment. C'est vrai qu'en fait, c'est long parce que t'enchaînes une galère. La première galère n'est toujours pas finie, que t'as une deuxième galère qui arrive. Donc en fait, tu fais que ça, tu te poses rarement. Et bon, là-dessus, c'est un petit peu navrant. Bon, c'est le moment. C'est le moment, les gars. Vous avez peut-être vu ma vidéo que j'ai sortie hier, qui parle de Flash, qui est un film en développement en coulisses depuis environ les années 80. Ça fait plus de 40 ans que Warner veut faire un film Flash. Ils ont engagé au total presque 45 scénaristes au fil des années qui ont écrit plein de brouillons, des dizaines de brouillons de scripts ont été écrits. Il y a environ, selon les rumeurs, 350 millions de dollars dans ce film qui a été injecté entre la communication et la production. Les effets spéciaux. Voilà, c'est juste ça. Les effets spéciaux, c'est une honte. C'est pas juste, c'est moche, ou c'est pas juste, oh franchement, ils auraient pu mieux faire, non. C'est inadmissible, ok? J'ai vu ça, je me suis dit, c'est une honte. J'ai honte d'être fan de DC quand je vois ça. Pour vous dire, vous le savez, je regarde la Reverse depuis le début. Vous le savez aussi, ça n'empêche pas d'avoir le côté objectif, même si je regarde, je sais très bien que tout est éclaté en termes d'effets spéciaux, ce que je vois à l'écran, ça m'empêche pas de vouloir continuer le reste, parce que ça fait 9 ans que je regarde un personnage évoluer et j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Et pour vous dire, il y a des scènes, certaines, en vrai le débat se vaut, est-ce que les effets de la série Flash de la CW sont mieux faits que le film? Le débat, c'est jouable, franchement la discussion est jouable. C'est dégueulasse. Je n'ai jamais vu ça dans un film. Dans un blockbuster, en tout cas dans un film de cette ampleur, je n'ai jamais vu des effets spéciaux aussi dégueulasses. Je veux dire, si vous êtes plein de Ant-Man 3 pour la zone quantique ou de MODOK en termes d'effets spéciaux, mais je peux vous dire que ça c'est du caviar à côté de Flash. Il y a des scènes avec des personnages qui sont en full 3D, je vous jure que je n'exagère pas quand je vous dis ça, les graphismes de PS3 sont mieux. Je ne déconne pas. Et là tu te dis, ils ont osé faire ça. Et en fait, c'est là où je suis assez dégoûté parce qu'Andy Muschietti, il arrive avec des idées de réalisation qui sont bien pour la plupart, moi je trouve. Ça plaît ou ça plaît pas, mais force est de constater qu'au moins il y a des idées, tu vois. Mais alors, vraiment, les effets spéciaux, ça ne sert pas du tout sa réalisation. Et du coup, on va mettre la faute sur le réalisateur. Alors, c'est pas du tout de sa faute en fait. Le film a eu plein de soucis. Et au bout d'un moment, le film a beau avoir plein de soucis, tu ne sors pas le film. Là, c'est insortable pour moi. Spider-Man No Way Home, quand il est sorti, les effets spéciaux n'étaient toujours pas terminés. Je peux vous dire que c'était beaucoup plus beau que ça. Je ne comprends pas comment c'est possible de livrer un film dans cet état. Et c'est pas la faute des artistes VFX, voilà, qu'on soit clair. Ça a manqué de temps. Ça a manqué de temps il y a des scènes qui ont clairement manqué de temps. C'est dégueulasse. J'ai pas d'autre mot, je vais pas rester 8 ans dessus, mais j'ai envie que vous me croyiez si vous n'avez pas vu le film. Je sais que d'habitude, quand le grand public ou des gens qui juste veulent passer un bon moment dans un film regardent un mec qui va donner son avis sur YouTube, je sais que beaucoup, généralement, disent « Oh, tu chipotes et tout », mais là, je vous assure que même le grand public, franchement, si vous voyez pas que c'est dégueulasse, il faut s'acheter des globes oculaires à Decathlon. Je vous jure, c'est pas possible. C'est une honte. Donc pour conclure, avant de passer en partie spoiler, Flash, je reste assez mitigé. J'en tire du positif, j'en tire du négatif, mais surtout,
Je trouve que c'est un film qui est bien trop oubliable pour l'ampleur que Flash devrait être, c'est-à-dire le premier film du super-héros en live action qu'on attend depuis les années 90, un film avec un énorme budget et surtout un film pivot qui est censé conclure et en même temps rendre hommage au DCEU. Et ça, on va en revenir aussi dans la partie spoiler. Il y a de très bonnes idées qui sont techniquement vraiment pas assumées à cause d'un manque de temps, d'un manque d'effets spéciaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un film qui divise énormément. Je pense que Flash, me concernant, va avoir un bon bouche à oreille pendant, je pense, les 3-4 premières semaines, et qu'ensuite ça va faire un peu l'effet No Way Home où en fait les gens vont se rendre compte que malgré, je sais pas, la claque de nos caméos, la claque de fanservice, de nostalgie qui se sont pris dans la tronche, je pense qu'ensuite ils se diront de la même manière qu'on se l'est quasiment tous dit pour No Way Home, que finalement j'ai kiffé, mais objectivement c'était pas fou. En tout cas, n'ayez pas peur d'aller vous faire votre propre avis, je pense que c'est important, mais ce qui est sûr, c'est que Tom Cruise, qui vend les mérites du film, Stephen King, qui vante les mérites du film, Jaden Smith, qui vante les mérites du film, ces 3 personnes, en tout cas 2 d'entre elles, qui de base sont connues pour détester les films de super-héros, qui te disent d'un coup que c'est super, franchement, il n'y a aucun doute, les gars. Là, je vous le dis, pour vous dire qu'ils ont acheté une villa depuis la communication de Warner. Là, ils ont bien touché leur petit chèque, là c'est certain. Donc du coup, le sel n'est pas terminé, rendez-vous en partie spoiler de suite. Donc, la fin de ce film est tout bonnement catastrophique, de sa fin jusqu'à sa scène post-crédit. Barry donc arrive, pense avoir réussi, voilà, retourne dans sa réalité, sauf qu'en fait il se trouve dans une autre réalité, une réalité où se trouve George Clooney, un Batman donc de George Clooney, donc en référence à son Batman évidemment, et en vrai ça m'a pas plus dérangé que ça, il pète toujours la classe, une scène assez badass qui dure quelques secondes, pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange dans cette scène, c'est qu'en fait, on te remplace le Batman de Keaton par le Batman de George Clooney. Mais du coup, ça veut dire que Ben Affleck, on le reverra plus. Donc ça veut dire qu'en fait, il a fait ses adieux avec ce film, avec notamment toute l'intro du film. Mais c'est nul. C'est nul comme adieu. C'est un personnage qui a tellement été apprécié, soutenu de la part des fans, que tu peux pas te permettre de laisser comme ça Ben Affleck. Je crois que la dernière fois que tu vois Ben Affleck dans le DCEU, ça voudrait dire que ça serait dans cette pauvre ruelle avec des flaques d'eau totalement dégueulasses, avec Barry en face qui est assis sur une marche d'escalier. C'est trop bizarre, tu vois. Donc en vrai, si c'est ça, je suis assez déçu pour le coup. Et à côté de ça, c'est vrai que il y a quand même le souci de dire que en fait ce film n'apporte aucune réponse, dans le sens où le DCEU à tout moment il peut revenir. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la fin de ce film, par exemple, ça aurait pu être le cas et ça aurait été mieux, moi je pense. On ne dit pas à la fin de ce film que Barry, je sais pas, a effacé la réalité du DCEU. Non, on te dit rien, on te dit juste que Barry est arrivé dans une autre réalité. On te dit même pas qu'il est coincé en fait. Parce qu'en fait, si on te disait à la rigueur que pour X ou Y raison, il pouvait plus essayer de chercher sa réalité dans laquelle il se trouvait originalement. Si on te disait ça, ça passerait. Mais là, en fait, tu vois juste Barry qui reste, tu ne sais pas pourquoi il reste. Peut-être qu'il se dit, bon, finalement, cette réalité, elle ressemble un petit peu à la mienne, même si c'est pas la mienne, vas-y, je l'adopte. Et tu ne sais pas du tout ce qu'il en est du DCEU. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité du DCEU, Flash est porté disparu, du coup, parce qu'il est plus du tout dans sa réalité. Du coup, on nous a pas donné non plus la réponse. Est-ce que dans cette réalité, il y a déjà un Flash qui existe aussi? Est-ce qu'il y a un autre double de Barry Allen? Ça a pas l'air, mais on te le dit pas non plus, c'est pas justifié. Donc en fait, cette fin est catastrophique parce qu'elle t'apporte aucune réponse. Il y a potentiellement des incohérences d'ailleurs qui peuvent être créées. Mais en plus, il y a cette scène post-crédit. Pourquoi? La scène post-crédit avec un Aquaman totalement bourré qui tombe dans une flaque d'eau, qui se met minable, en fait. Et là, tu te dis à quel moment ils ont fait un brainstorming de 2 heures en réunion pour discuter de la scène post-crédit. Et ils se sont dit, après réflexion, que ça serait une très bonne idée de mettre cette scène post-crédit. Elle n'apporte rien au film. Elle n'apporte rien à l'univers. Et elle détruit le personnage d'Aquaman. Aquaman a toujours été un petit peu drôle, loufoque et tout. Mais là, ils l'ont torréfié. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression de voir Thor dans Infinity War, je crois. Au moment où, en fait, il change totalement de personnalité. J'aimais bien dans Infinity War ce cas-là. J'aimais beaucoup moins dans Thor 4. Non, d'ailleurs, c'est dans Endgame. C'est dans Endgame où le personnage commence à devenir comique. Mais en fait, Aquaman, de base, c'est pas ça. Aquaman, oui, il est drôle, etc. Mais sous la caméra de Snyder, Aquaman avait toujours ce côté badass, un petit peu métalleux, tout ça. Là, tu l'as plus du tout. Là, on dirait un vieux clochard
il se fait plus respecter. Et ça commence à faire, tu vois, parce que dans Peacemaker, Aquaman se fait pas respecter, on fait des blagues de cul sur le fait que ce soit un poisson. Dans la Justice League de Joss Whedon, t'as aussi toute la scène avec le lasso de vérité qui est pas vraiment très fameuse. Et là, t'as ça maintenant. Donc en fait, ils sont vraiment en train de tourner Aquaman en autodérision. Et de base, ça me dérange pas nécessairement pour le personnage, parce qu'Aquaman, dans les comics, c'est pas un personnage qui, de base, en tout cas, est ultra respecté de tous les autres héros de la Justice League. C'est venu avec le temps. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est pas du tout raccord avec son personnage et que là, on est en train totalement de casser le fait que ce soit Jason Momoa qui joue Aquaman, quoi. Vraiment, qui se casse. Qu'il a joué Lobo, il sera beaucoup mieux, hein. Aquaman, moi, j'en veux plus, si c'est ça, hein. C'est pas ouf. Bon, alors évidemment, la scène des bébés, j'en pouvais plus. Toute la première partie du film, t'attendais juste que ça commence. La scène des bébés est beaucoup trop longue. Alors j'ai adoré le gag du bébé dans le micro-ondes forcément. Mais les bébés, même des bébés quoi. Des bébés qui ont la police, qui ont pas beaucoup de rides, tout ça, c'est dégueulasse. Ils sont en 3D, c'est dégueulasse. Ils ont fait un truc à la Thor 4 aussi, dans le film où à un moment, Barry est en train donc de remonter le temps, enfin de voyager dans le temps dans la Speed Force. Il passe sa tête à travers la bulle et tu vois sa tête qui apparaît sous forme de soleil à la Teletubbies. En fait, comme dans Thor 4, hein, au moment où t'as Axel, le fils de Heimdall, je crois, qui apparaît comme ça dans les airs, où il y a sa tête qui pop. Alors c'est un peu mieux fait dans Flash, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais là, pourquoi? Là, ça fait trop de rapport avec Thor 4, là, ça commence à être embêtant cette histoire. Et évidemment, parlons de la scène des caméos. Alors j'étais content de voir un Nicolas Cage en Superman, mais pas comme ça. C'est dégueulasse, je m'en remets toujours pas. Cette scène, normalement, elle est faite pour comprendre que le multivers existe, pour comprendre qu'il y a plein de réalités avec plein de versions différentes, déjà premièrement, mais surtout, elle est faite pour rendre hommage à l'univers DC. Moi, je vois cette scène, mais j'ai honte d'être fan de DC. C'est archi moche, ça n'apporte aucune valeur à cet univers super-héroïque, ça décrédibilise le Superman de Christopher Reeve. Et en plus de ça, ils te mettent un caméo du Flash de Jay Garrick de la Reverse. Pourquoi? Je vais pas dire que c'est un des personnages les plus osef de la Reverse, mais vraiment sur 9 saisons, sur les 9 saisons, il y a 4 saisons intéressantes. Sur ces 4 saisons, t'as l'embarras du choix en guise de personnage. Tu aurais pu mettre du Zoom, tu aurais pu mettre du Grant Gustin, tu aurais pu mettre du Eobard Thawne. T'avais plein de choses à mettre. Et en plus, moi de base, ça je le savais, les caméos je le savais pour le coup. Mais de base, moi je me suis dit, s'ils mettent Jay Garrick, c'est potentiellement parce que, je sais pas, l'acteur, il y avait que lui qui pouvait se libérer pour tourner le caméo. Grant Gustin ne voulait potentiellement pas tout ça. Mais en fait, c'est en 3D. Donc, il n'y a même pas besoin que l'acteur soit là. Ou alors, je pense pas que les acteurs soient venus faire de la motion capture. Parce que vraiment, alors là, si vraiment en plus on me dit qu'il y a de la motion capture dans l'histoire, c'est vraiment qu'ils ont tout raté, quoi, tu vois. Pourquoi mettre ce personnage, en fait? Il y avait tellement à faire. Il y avait tellement une émotion à créer chez les fans de la Reverse. Là, je sais même, moi, personnellement, je regarde la Reverse depuis le début. J'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi lui? On s'en bat les couilles. Enfin bref, la scène des caméos, vous l'aurez compris, vraiment n'a pas du tout été satisfaisante pour moi et je pense pour beaucoup. Et enfin, le Dark Flash, donc ça aussi, hein, le méchant un peu caché du film, où tu te rends compte que finalement, cette histoire, c'est juste Barry qui doit mûrir, prendre confiance en lui et qu'en fait c'est lui son pire obstacle dans la vie et que dans tous les cas des fois il y a un truc qui s'appelle le destin et tu peux rien y faire. Donc là aussi on est sur un scénario qui est un petit peu lambda, qui est très maladroit par instant. Et le Dark Flash, le problème qu'il y a avec le Dark Flash, c'est que je pense que même ceux qui n'ont pas vu les leaks autour des figurines du Dark Flash, qui n'ont pas vu mes théories, qui n'ont pas vu ce genre de choses, je pense que à partir du moment où tu as lu quelques comics ou juste tu as vu les premières saisons de Flash qui étaient quand même assez mainstream au départ, je pense qu'en fait tu captes de suite, quand tu vois le Dark Flash au tout début du film qui pop dans un portail, qu'en fait c'est le jeune Barry qui va se transformer en Dark Flash. C'est dommage d'avoir montré le Dark Flash au début parce que du coup l'effet twist qu'ils ont voulu apporter au film en disant ben non, finalement Zod c'est pas le vrai méchant, le vrai méchant c'est le Dark Flash, c'est Barry lui-même, bah tu t'en doutais depuis le départ quoi. Donc pour moi c'est un petit peu, c'est gâché quoi. Un peu de positif quand même à côté de ça, j'ai adoré le caméo de Temuera Morrison, qui dans sa réalité n'est pas du tout marié à une femme atlante. Donc ça c'était assez génial de voir ça. Pareil pour le Barry qui phase à travers le sol et qui va tomber chez la voisine, j'étais mort de rire, ça a fonctionné. Alors après c'est vrai que t'as ce truc de dire que le jeune Barry contrôle très très vite ses pouvoirs par rapport à l'ancien Barry, mais en vrai c'est assumé. Dans le sens où t'as quand même une scène où t'as le vieux Barry qui dit non mais ne fasse pas de suite, c'est un des trucs les plus compliqués à faire tout ça, et là l'autre il est déjà en train de phaser. Donc en fait c'est assumé, on te dit voilà la nouvelle génération elle sait faire les choses plus vite en gros,
ça m'a pas plus dérangé que ça, même si je peux comprendre que certains aient pris ça pour une facilité scénaristique. En vrai, c'en était une, mais elle est assumée, donc moi, ça m'a pas posé de soucis. Donc voilà, grosso modo, une critique assez longue, hein. Je pense que, bon, j'ai plein de choses à dire encore sur le film. On fera peut-être un stream sur Twitch pour parler du film, peut-être ce week-end ou quoi. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez débattre avec moi, vraiment pour parler de plein de sujets, en mode full spoiler, pour qu'on ait toute la liberté possible et pour qu'on puisse en parler pendant autant de temps qu'on veut en fait. Mais grosso modo, voilà, Flash, c'est un film que je trouve moyen. Très loin finalement de tout ce que le film nous a vendu au travers de son marketing, mais alors totalement surcoté, mais ça on le savait, voilà, j'ai suivi le film sur la chaîne avec vous, tous les avis on les a quasiment tous lus, je vous avais dit qu'il y avait anguille sous roche, c'était sûr et certain, c'était impossible. De rien, je trouve que ça reste quand même du gâchis pour ce que le film est censé être, c'est-à-dire un film pivot entre le DCU et le DC Universe, mais aussi un film à gros budget qui est en développement depuis très longtemps. C'est dommage, mais j'ai passé un moment sympa, de la même manière que j'avais passé un moment sympa sur Black Adam. Je le mets un petit peu au-dessus de Black Adam en termes de classement. J'avais aimé Black Adam, vous le savez, que j'avais pris comme un pur divertissement. Là, c'est un peu plus ambitieux, ça traite de multivers, c'est un peu plus complexe, il y a plus d'idées de mise en scène. Donc je le mets un peu au-dessus. Enfin, quand tu me dis c'est le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight, ou meilleur que The Dark Knight, ou je sais pas trop quoi, non. Avant ça, t'as Man of Steel, t'as Batman vs Superman, il y a tous ces films-là de Snyder, hein, pour le coup, voilà, c'est pas comme, je suis pas un gros fanboy de Snyder, mais force est de constater que, bon, Flash, c'était censé être dans le top 3 pour moi, vu ce que le film devait nous présenter. Ça l'est clairement pas. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film. Et enfin, pour terminer, gros merci à CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. Et je vous le rappelle, vous avez 83% de réduction plus 4 mois offerts sur le lien en description et commentaire épinglé. Donc allez-y, faites-vous curieux, faites-vous kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement évidemment. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.